jours, on est bombardé par les mêmes messages. Pour être heureux, pour avoir du succès, il faut être beau, il faut être mince. Ce message, Léa Clermont-Dion ne l'accepte pas. À 12 ans, Léa souffre d'anorexie nerveuse. Ça change sa vie et la fait réfléchir. Sa mission, comprendre d'où viennent nos notions de beauté et comment les changer. À l'âge de 14 ans, elle donne des conférences partout au Québec sur l'hypersexualisation des jeunes filles. 2 ans plus tard, elle dépose une pétition à l'Assemblée nationale sur la diversité corporelle dans les médias, ce qui mène à l'adoption de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Mais Léa ne s'arrête pas là. Elle fait un bac en sciences politiques à Montréal et à Paris. Elle écrit un livre, elle travaille à la télé et à la radio, et elle réalise un court-métrage. Tout cela avant l'âge de 25 ans. Léa Clermont-Dion, bonjour. Bonjour. Léa, toi, tu t'identifies comme féministe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être féministe? Bien, pour moi, c'est une revendication, en fait, de fait. C'est-à-dire que l'inégalité des sexes persiste dans plein de domaines dans notre société, que ce soit sur le plan économique, social, culturel. Je pense que la femme n'est pas nécessairement l'égale de l'homme. Donc, c'est de revendiquer une amélioration du statut de la femme sous différentes façons. Évidemment, il n'y a pas une façon d'être féministe. Le mouvement est extrêmement diversifié. J'essaie de m'investir dans certains milieux, je dirais, plus conservateurs pour changer ces milieux-là, puis donner la voix aux femmes. Comment est-ce que tu es arrivée à ce point-là? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as ressenti cette inégalité homme-femme? Oui, vraiment. Quand j'étais plus jeune, je crois que c'est surtout le traitement de la femme dans les médias, l'image de la femme, la façon dont on la représente, le fait que la femme soit objet. Très tôt, ça m'a scandalisée parce que, bon, je suis née dans une génération où on a été bombardé évidemment de publicité, comme les générations qui suivent, comme aussi les générations qui me précèdent, mais quand même. Pour moi, ça a été un premier... un élément déclencheur à ma réflexion. Ce que je voyais dans les magazines ou ce que je voyais à la télévision comme publicité, ça me choquait. Donc, il y a ça. Mais je dirais aussi que le fait que ma mère était à la maison, je crois que ça l'a influencé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est un choix qui se défend très bien, puis elle était prête à rester dans la famille, mais je ne l'ai pas vue s'émanciper comme elle aurait pu s'émanciper. Alors, elle s'est un peu oubliée, je dirais, dans sa vie, dans son parcours. Ça aussi, ça a été un élément déclencheur pour moi. Ma grand-mère Pauline, elle s'est divorcée très tôt. Quelques années après que la loi sur le divorce ait été implantée au Québec. Elle revendiquait beaucoup ses droits. Elle est retournée aux études avec comme mère monoparentale de 2 filles. C'est quand même pas rien. Ça aussi, c'est un autre... Je dirais un modèle de femme qui m'a inspirée puis qui m'a fait voir aussi que nos acquis étaient peut-être fragiles parce que même si ça fait peut-être 50 ans, là, justement, qu'on a réussi à avoir une certaine stabilisation, une certaine situation qui fonctionne bien pour les femmes, mais pour ma grand-mère, c'était pas le cas. Puis c'est hier, là. Ça date pas... ça fait pas si longtemps que ça. Tu parles d'être bombardée d'images et de publicités quand tu étais petite. Par contre, est-ce que tu aimais ça, les belles petites robes, le maquillage, les paillettes? Oui. J'ai été un enfant... Et c'est drôle parce que ma sœur et moi, on est très différentes. On a été élevées dans le même milieu et j'étais attirée par, effectivement, les robes, les paillettes. Alors, je jouais au Barbie, ma sœur jouait au Lego. Donc, mais avec du recul quand même, je me dis que peut-être ça faisait partie de ma personnalité, mais en même temps, on est tellement bombardé de ce genre de jouets-là que c'est difficile de rester insensible. Quand on dit à nos jeunes filles dès l'enfance qu'on valorise tout le temps par justement la beauté plutôt que les idées, plutôt que l'affirmation, plutôt que les projets, souvent on dit aux petits garçons, toi, t'es fort, bravo, tu es fort, tu es courageux, puis la petite fille, ça va être vraiment, tu es belle, mais...
Ça aussi, c'est fondamental dans l'éducation d'un enfant. Tu as souffert d'anorexie très jeune. Mm-hmm. Est-ce que c'était lié justement à ces images que tu voyais dans les médias? Complètement. J'ai été anorexique et ça a été probablement l'un des pires moments de ma vie. Tu étais très jeune. J'étais très jeune, j'avais 12 ans. D'ailleurs, ça commence de plus en plus jeune aujourd'hui. Je voulais mourir. Puis je regarde les pages de mon journal intime de l'époque, puis je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est arrivé aussi quand j'ai commencé à changer, quand mon corps a commencé à devenir plus Avoir un femme. corps de femme. Oui, c'est ça. Et je voyais toutes ces images de la femme idéale, puis j'avais pas le goût d'y correspondre nécessairement, mais en même temps, on mettait cette pression pour être ça. Et c'est comme si mon anorexie, ça avait été une espèce de révolte par rapport à l'image que je voyais des femmes que j'aimais pas. Cette femme-objet-là, j'aimais pas ça, mais on me disait, pour réussir, il faut que tu ressembles à ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, l'anorexie nerveuse. C'est une maladie mentale. Moi, j'ai des antécédents de maladie mentale dans ma famille. J'étais sensible à ça. Donc, je crois que c'est une certaine forme de suicide, l'anorexie, là. C'est triste à dire comme ça. Mais en même temps, le fait que dans notre société, le zéro est tellement comme un idéal, on dirait. D'ailleurs, les tailles... Quand on va au magasin, oui. on veut un 0, on veut être un 2, un 1, un 0, 0. On dirait qu'on banalise ces petites symboliques-là, mais c'est tellement, je dirais, gros. En tout cas, c'est dangereux, quelque part, pour le développement d'un enfant, là. Comment tu t'en es sortie? Je m'en suis sortie parce que c'était soit je meurs ou soit je vis. Et j'ai décidé de vivre. Parce que... Et il y avait entre les deux l'option de rester un peu prisonnière de cette maladie-là. Puis je me suis dit, j'ai plein de choses à faire dans la vie. C'est un peu superficiel, cette affaire-là. On peut-tu changer de disque puis aller ailleurs? Et j'avais tellement de projets en tête. En fait, c'est ça qui m'a rallumée, là. C'est de vouloir, mettons, voyager, de vouloir faire des études en politique, d'avoir des passions. Je pense que ça, c'est très important pour un parent là, d'anorexique. Là. Si j'ai un conseil à donner, c'est stimulez-les autrement. Faites-leur sortir de leur isolement. Moi, je l'ai trouvé finalement en ayant plus de fun ailleurs. Puis j'ai pris conscience de cet enfer-là. À l'âge, je pense qu'à peu près à cette époque-là, à l'âge de 12 ans, peut-être un peu plus, tu as entendu une entrevue de Françoise David, je crois, à la radio. Françoise David, qui est aujourd'hui présidente de Québec bien renseignée. Solidaire. Qu'est-ce qu'elle disait à la radio et comment ça t'a marqué? C'était une entrevue qu'elle donnait à Marie-France Bazot, à l'époque à Indicatif présent. Et elle parlait justement d'options citoyennes. C'était son livre où elle parlait de femmes et de politique. On parlait d'hypersexualisation dans les médias, puis hypersexualisation des jeunes filles. Et je connaissais pas ce terme-là à cet âge-là. Puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais essayer d'approfondir le sujet. Et bon, je fais un travail à l'école en secondaire, je sais plus quelle année, sur la cause des femmes, là, une thématique extrêmement générale. Là, je me suis dit, tiens, je pourrais téléphoner à Françoise David, savoir peut-être qu'elle a quelque chose à me dire là-dessus comme féministe et tout. Et je connaissais rien à ça, donc je me suis dit, elle va peut-être m'apprendre quelques trucs et tout. Et cette femme-là est franchement généreuse parce qu'elle a accepté de me rencontrer à l'âge que j'avais dans un petit café de Montréal. J'étais venue avec ma mère en auto, puis je me dis, je m'en vais rencontrer Françoise David. Alors c'est ça. Je me suis dit, comme féministe, elle a sûrement des trucs à m'apprendre. Et Françoise David m'a invitée au congrès de la Fédération des femmes du Québec, le congrès annuel. Et j'ai donné une conférence. Finalement, je discutais d'hypersexualisation des jeunes filles, mais dans ma perspective de fille de 12 ans, ça s'était vraiment bien passé avec du recul. Il y a eu comme un standing ovation. J'ai pas compris pourquoi. Puis je me suis dit, OK, peut-être qu'il faudrait que je continue par là. Et on dirait que j'ai essayé de bifurquer de ce destin-là dans la vie. J'ai essayé de faire d'autres choses. Je voulais aller ailleurs, m'intéresser à d'autres trucs. Mais ça revient toujours dans ma vie, ça. Donc, je me dis, bon, il faut continuer. Léa, toi, tu as déjà fait des expériences derrière la caméra en réalisant tout d'abord un court-métrage sur la prostitution. Pourquoi ce sujet-là en particulier?
c'est, oui, la prostitution, mais c'est pas tout à fait ça non plus. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est prête à tout pour plaire, qui va se prostituer. Oui. Pourquoi ce sujet-là? Il faut dire que c'est un court-métrage de fiction. Oui, c'est un court-métrage de fiction, c'est pas un documentaire. J'avais envie de l'explorer et ça m'a quand même appris certaines choses et tout. Mais j'ai pas une opinion tranchée là, sur le fameux débat entourant la prostitution. Maintenant, il y a un autre film qui s'en vient, cette fois-ci Beauté fatale. Oui. Ça, c'est un film, est-ce que tu le réalises ou Non, tu... non. Bien, en fait, c'est André Saint-Pierre qui le réalise, mais c'est sûr que, bon, j'étais très impliquée dans le projet. J'ai co-scénarisé avec Marie-Claude Élie-Morin. C'est mon idée à la base, c'est mon concept et tout. Mais c'est un documentaire, donc très immersif. C'est bien qu'il y ait un réalisateur qui a amené sa touche parce que je deviens finalement protagoniste du film. Au départ, j'y tenais vraiment pas, mais finalement, ça s'est imposé. Honnêtement, c'est un documentaire qui ressemble à pas grand-chose qui s'est fait au Québec parce que effectivement, il y a un peu d'autobiographie, ou de la biographie comme telle, mais il y a aussi des expériences. Moi, je vais dans un bar à 3 heures du matin rencontrer des jeunes et leur demander c'est quoi leur conception de la beauté. Je vais dans un party de Botox, mais aussi j'ai droit à toutes sortes de confidences. Alors, c'est assez diversifié comme truc et je pourrais pas dire que c'est autobiographique, là. Léa, tu as fait ta marque récemment avec la Charte québécoise pour une image saine et diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, une image saine et diversifiée? Ah, c'est une bonne question. Une image saine et diversifiée, c'est sûr que c'est relatif, c'est subjectif comme définition, mais on espère avoir une plus grande diversité de modèles présentés dans les médias, donc avoir des corps, si je peux me permettre le terme, plus normal. Donc, qu'on voit des formes, qu'on voit des seins, qu'on voit des hanches, qu'on retourne peut-être à un modèle de beauté un peu plus inclusif, comme on avait peut-être dans les années 50, où on acceptait plus les formes. Alors, je crois que les critères de beauté évoluent aussi selon la société dans laquelle on vit. Et je veux dire, si le bronzage, à un moment donné, a été à la mode, bien, c'est parce que c'était une raison. C'est que les gens riches avaient le temps de passer du temps sur la plage. Ça veut dire plein de choses, la beauté. Donc, je crois qu'il va y avoir un retour de balancier, justement, pour montrer plus de diversité corporelle, de montrer des formes, aussi des visages. Moi, cette obsession de la jeunesse, ça me dérange beaucoup pour les femmes plus âgées. Je me dis, c'est quoi ce culte-là? C'est fatigant. Je faisais l'exercice de regarder dans un magazine l'âge des mannequins qu'on voyait. Et c'est 13-14 ans. C'est 13-14 ans. Puis on vend ce modèle unique-là de beauté aux femmes âgées aussi. Donc, de montrer des femmes et des hommes avec des rides, avec des cheveux blancs. Pourquoi on ne valorise pas ça? C'est dommage. Cette charte-là, comment est-ce qu'elle a vu le jour? Parce que là, ça fait déjà quelques années. Je pense Oui. que tu avais à peine 16 ans là, Oui. quand ça a commencé. Ça vient d'une idée dans mon salon à 14 ans. Après avoir souffert de troubles alimentaires, j'ouvre la télévision et je constate qu'il y a une certaine Anna Carolina Redson, qui est une mannequin brésilienne, qui décède. Et ça fait un scandale, une polémique dans les médias. C'est une mannequin et morte d'anorexie nerveuse. Alors là, c'est un drame. Et plusieurs États ont décidé de reconnaître la question, l'enjeu de la diversité corporelle et l'enjeu de la préoccupation excessive du poids, qui est un enjeu de santé publique. Donc, comment ça se fait? De différentes façons. Nous, au Québec, on a décidé d'adopter une charte non coercitive parce qu'on dit qu'on ne va pas punir, on va promouvoir, on va être dans le positif pour changer la norme. Et franchement, c'est sûr que ça n'a pas changé tout, mais la charte a permis un débat de société, a permis je pense, un éveil de conscience par le fait qu'on en parle, juste de parler de diversité corporelle, juste de parler des troubles alimentaires, ça a fait évoluer l'esprit. Donc, je décide d'entamer une pétition à l'âge de 14 ans avec des amis à l'école dans un but de revendiquer une charte. Alors, sur la diversité corporelle, on dépose ça à l'Assemblée nationale du Québec. On a récolté à peu près, pas beaucoup de noms, là, 1000 noms à peu près. Il s'avère que les astres étaient vraiment bien alignés. Oui, parce que normalement, une pétition de 1000 personnes, ça reste lettre morte. À l'époque, oui, on s'entend, là, c'est pas beaucoup. Mais à côté de ça, il y avait Jacinthe Veillette,
qui avait à peu près le même parcours que moi, trouble alimentaire, qui dépose une pétition similaire. Alors là, les astres sont alignés. Le gouvernement entend cet appel-là et dit « OK, on va le faire ». 3 ans plus tard, ils ont adopté la charte. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, tout simplement. Après, j'ai fait d'autres choses aussi, là, puis 10 ans plus tard, à peu près, avec les minimistes, on a rassemblé 50 000 signatures contre l'arrivée des galas minimistes au Québec. Là. Donc là, on voit que la société évolue. Ouais. Parlons-en justement. Toi, tu t'es insurgé également contre ces concours minimistes. Ça, c'est ces concours de télé-réalité, des concours de beauté pour des jeunes fillettes, essentiellement. Ça s'en venait au Québec. Qu'est-ce qui te dérangeait dans ça? De transmettre le culte des apparences à un âge, à cet âge-là. Parce qu'on parle quoi, de 7 ans à peu près? Ah, moins que ça, là, 3-4 ans, là, qu'on maquille nos petites filles puis qu'on leur transmette ces valeurs-là. Je vois pas le sens de ces concours-là, bien que certaines disent que ça développe la personnalité d'une jeune fille, que ça aide pour l'estime de soi. J'en doute. En tout cas, de toute façon, nous, avec Alain Vadeboncoeur, le médecin, et Yannick Marcil, économiste, on a rédigé un texte qu'on a envoyé dans un journal et il y a eu une réponse momentanée. Les gens étaient d'accord avec nous. On ne veut pas de gala minimis au Québec. Donc là, on a parti la pétition et en 24 heures, 50 000 personnes ont adhéré à ce texte-là. Et en 24 heures, la chaîne Musimax a retiré 2 téléréalités sans qu'on l'ait demandé, de Honey Boubou, qui est une émission de télé-réalité qui suit une petite minimis en devenir. Donc, ça, c'est vraiment la preuve qu'on est plus ouvert à discuter de ces sujets-là qu'il y a 5 ans, 10 ans. Je remarque vraiment l'ouverture et l'évolution des mentalités. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des chaînes comme Abercrombie, qui, on dirait, font par exprès pour faire des vêtements qui ne font pas à un corps, soi-disant, normal, si on veut? C'est difficile pour moi de juger de cette compagnie-là parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais j'ai pas vu les vêtements. Donc, c'est sûr que, par contre, de culpabiliser les femmes de pas être assez minces, là, ou les hommes de pas être assez minces pour porter un vêtement, c'est tout à fait incohérent. Puis de leur part, c'est une mauvaise affaire, je crois, de marketing pour eux. C'est un peu... Mais c'est une mentalité qui est quand même plus répandue qu'on le pense en mode. Mais on parlait des vêtements 000, là. Oui. Ou certaines déclarations de designers de mode français, des Karl Lagerfeld, comme si la mode était destinée à un certain type de personnes. On ostracise beaucoup les personnes plus rondes dans notre société. De toute façon, c'est prouvé, ça, hein, que les ronds, les personnes plus en chair sont discriminées. Là. Il y en a dès l'embauche. On dit que les gens beaux, donc les gens plus minces, évidemment, selon les critères de beauté actuels, font à peu près 10 % de salaire de plus qu'une personne qui est ronde ou qui ne correspond pas aux critères de beauté. Donc, c'est une forme de discrimination comme une autre, je crois, qui est malheureuse. Mais ça vient encore une fois dès la naissance. Les bébés qui naissent, qui sont plus jolis, qui correspondent plus aux critères de beauté, vont attirer plus d'amour et d'affection. On est au Musée de la femme à Longueuil. C'est le seul musée de la femme au Canada. Marie-Ève, qu'est-ce qu'on trouve ici dans ce musée? En fait, le Musée de la femme, ce qu'on veut présenter, dans un contexte historique, ça va être l'évolution des droits des femmes au Québec. Alors que l'on part de l'arrivée de la toute première femme, Marie Rollet, qui est arrivée ici en 1617, jusqu'au droit de boire dans les tavernes, qui est très jeune, 86. Et là, c'est 1986. Ça, c'est le contexte général. Mais aussi, ce qu'on va vivre au Musée de la femme, c'est une expérience. Alors, effectivement, le Musée de la femme se veut un peu comme un miroir de souvenirs. Alors, à travers chaque espace, on essaie toujours de mettre en contexte un objet qui va rappeler quelque chose, qui va rappeler une grand-mère, qui va rappeler justement sa propre enfance ou quelque chose comme ça, parce qu'on veut faire une réflexion sur son propre cheminement dans l'évolution des droits des femmes. Est-ce que les gens sont au courant de l'histoire récente des femmes? Non, ça surprend toujours. Ça rappelle énormément des choses. Si on parle, comme par exemple, je disais tantôt, le droit de boire dans les tavernes de 86, c'est tout jeune. Les gens...
et ils ont tendance à oublier. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, quand on va dire ça, on va entendre « Ah, c'est vrai, je me rappelle, il y avait eu un bill qui est passé là-dessus et tout ». Alors que pour les plus jeunes, c'est même pas pensable. Ouais. C'est quelque chose qui était même pas possible de façon générale. Léa, tu as publié un livre récemment qui s'appelle « La revanche des moches ». Qui sont les moches? Ben, c'est tous ceux qui correspondent pas aux critères de beauté. Ben, je veux dire, ils sont pas moches, mais c'est ce qu'on nous fait, c'est ce qu'on nous dit, finalement. C'est que on est moche si on ne correspond pas à cet idéal. Or, l'idéal n'existe pas. Donc, on est tous un peu moches. Mais c'est pas vrai. Évidemment, il faut pas prendre au premier degré, là. Puis c'est pas un livre non plus sur la laideur ou sur les moches. Je dis pas que je me trouve moche ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est... On nous envoie le message « Vous êtes moche et on va vous vendre des bébelles pour que vous ne soyez plus moche. » Mais l'histoire, là-dedans, dans cette petite gamique, c'est que on va toujours être moche. On est condamné à être moche. Donc, c'est payant pour quelqu'un dans l'histoire. Que ce soit la chirurgie esthétique, que ce soit les gyms, les régimes amaigrissants, le cosmétique. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière ça. Dans le livre, tu rencontres des personnes pour qui la beauté ou l'apparence ou le corps est important dans ce qu'ils font souvent comme travail. De toutes les personnes que tu as rencontrées, quel a été le propos, si tu veux, le plus surprenant? Il y a une femme qui s'appelle Rosemonde Gingras qui défend la chirurgie esthétique dans le livre. Moi, je suis pas d'accord nécessairement avec elle, mais elle amène un point intéressant. Elle soulève un point très pertinent. Elle dit la date de péremption au féminin existe. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, autrement dit, c'est qu'à un certain âge, malheureusement, c'est comme si dans l'espace public, dans l'imaginaire, on n'acceptait plus des femmes vieillissantes. Et ça vient avec la perte de fertilité, malheureusement, je crois. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme point de le soulever. Puis c'est vrai que ça fait partie de cette problématique-là. C'est une injustice très grande, je crois. Tu as déjà dit en entrevue que ça te faisait peur de vieillir. J'ai peur de vieillir, mais pas pour le physique. J'ai peur de vieillir parce que, comme n'importe quel humain sur Terre, j'ai peur de la mort. Alors, c'est plutôt ça, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plein de choses. C'est que je me dis, mon Dieu, je pourrais être frappée par une auto demain. Donc, il faut que je me dépêche parce que sinon, je pourrais pas faire tout ce qui est écrit sur ma liste de choses à faire avant ma mort. Mais ouais, c'est ça. Mais j'imagine que ça vient avec la sagesse. Puis, à un moment donné, ça va être correct. Je vais vivre avec. Tu parles beaucoup des moches dans La revanche des moches, de cette définition que ce qu'on nous envoie toujours, on nous renvoie toujours l'image qu'on est moche. Faut dire que toi, t'es pas moche. Oui. Pas du tout. OK. Est-ce que le fait que une belle jeune femme prenne ce flambeau-là fait une différence? Est-ce que quelqu'un qui était réellement moche pourrait faire passer le message? Bien, premièrement, ça a choqué des gens que je ne sois pas moche, là. Même si moi, je me suis trouvée moche très longtemps. C'est sûr que le fait que je sois pas un monstre aide le fait que, par exemple, des médias m'interpellent. Je suis très consciente de ça. Je pense que ça joue, ça, dans le succès, justement, de la chose. Mais en même temps, ça m'a joué des tours parce que une fille qui est plus jolie, ben ça passe moins. C'est moins sympathique. C'est moins... Ça crée de l'animosité, en fait. J'ai remarqué ça. Et je trouve ça dommage. Est-ce qu'on peut s'assumer? Puis est-ce qu'on peut dire, ben si je suis belle, ben je suis belle, puis valorisons-nous, aimons-nous. Et moi, j'ai eu une espèce de... J'ai eu des ressentiments négatifs là-dessus et j'ai trouvé ça extrêmement dommage qu'on soit rendu là. Mais bon, le corps des femmes, de toute façon, fait polémique depuis toujours et on s'y attarde beaucoup trop pour la situation. D'ailleurs, si ça avait été un beau gars qui avait écrit là-dessus, je sais pas si on aurait commenté son physique. Je trouve qu'on commente beaucoup, beaucoup, beaucoup le physique des femmes. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le propos de ce qui est dit? Tu as fait tellement de choses. Tu es au début de la vingtaine. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Moi, là, idéalement, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est
vivre au bord d'un fleuve puis lire des livres. Idéalement, j'aimerais ça faire ça. Ça paye pas les factures. Non, ça paye pas les factures, mais là, en ce moment, ce que je fais, bien, puis c'est ce que j'aimerais faire à long terme, OK? C'est faire des films. Moi, j'ai toujours aimé la télévision. Je fais un peu de télé, je participe à des projets de télévision, je fais des livres, mais j'aime contribuer aussi au débat public, y participer. Donc, il y a ça. Et potentiellement, j'aimerais ça enseigner aussi. Parce que j'aime le contact avec la jeunesse et je crois que ben, c'est ça. Et j'étudie aussi, donc là, il y a comme cet aspect-là de réflexion. Je suis à la maîtrise en sciences politiques, puis pour moi, c'est très important aussi d'avoir une réflexion plus approfondie. Ça, j'aimerais ça faire ça toute ma vie, bien honnêtement. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais me lancer, puis j'aimerais ça élever des moutons. Mais ça, je pense que ça n'arrivera jamais, mais peut-être. Parce que je sais pas, j'aimerais ça vivre en campagne, moi, puis je viens de la campagne, puis j'aime les espaces de plein air. J'aimerais justement être un peu plus en contemplation des fois. Léa Clermont-Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Léa ne s'arrête pas là. Elle fait un bac en sciences politiques à Montréal et à Paris. Elle écrit un livre, elle travaille à la télé et à la radio et elle réalise un court-métrage. Tout cela avant l'âge de 25 ans. Léa Clermont-Dion, bonjour. Bonjour. Léa, toi, tu t'identifies comme féministe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être féministe? Bien, pour moi, c'est une revendication, en fait, de fait. C'est-à-dire que l'inégalité des sexes persiste dans plein de domaines dans notre société, que ce soit sur le plan économique. Tous les jours, on est bombardé par les mêmes messages. Pour être heureux, pour avoir du succès, il faut être beau, il faut être mince. Ce message, Léa Clermont-Dion ne l'accepte pas. À 12 ans, Léa souffre d'anorexie nerveuse. Ça change sa vie et la fait réfléchir. Sa mission, comprendre d'où viennent nos notions de beauté et comment les changer. À l'âge de 14 ans, elle donne des conférences partout au Québec sur l'hypersexualisation des jeunes filles. 2 ans plus tard, elle dépose une pétition à l'Assemblée nationale sur la diversité corporelle dans les médias, ce qui mène à l'adoption de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Comme elle aurait pu s'émanciper. Alors, elle s'est un peu oubliée, je dirais, dans sa vie, dans son parcours. Ça aussi, ça a été un élément déclencheur pour moi. Ma grand-mère Pauline, elle s'est divorcée très tôt. Quelques années après que la loi sur le divorce ait été implantée au Québec. Elle revendiquait beaucoup ses droits. Elle est retournée aux études avec comme mère monoparentale de 2 filles. C'est quand même pas rien. Ça aussi, c'est un autre, je dirais, un modèle de femme qui m'a inspirée puis qui m'a fait voir aussi que nos acquis étaient peut-être fragiles parce que même si ça fait peut-être 50 ans, là, justement, qu'on a réussi à avoir une certaine stabilisation, une certaine situation qui fonctionne bien pour les femmes, mais pour ma grand-mère, c'était pas le cas. Puis c'est l'image de la femme, la façon dont on la représente, le fait que la femme soit objet. Très tôt, ça m'a scandalisée parce que, bon, je suis née dans une génération où on a été bombardé, évidemment, de publicité, comme les générations qui suivent, comme aussi les générations qui me précèdent, mais quand même. Pour moi, ça a été un premier... un élément déclencheur à ma réflexion. Ce que je voyais dans les magazines ou ce que je voyais à la télévision comme publicité, ça me choquait. Donc, il y a ça. Mais je dirais aussi que le fait que ma mère était à la maison
je crois que ça a influencé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est un choix qui se défend très bien, puis elle était prête à rester dans la famille, mais je n'ai pas vu sément social, culturel. Je pense que la femme n'est pas nécessairement l'égale de l'homme. Donc, c'est de revendiquer une amélioration du statut de la femme sous différentes façons. Évidemment, il n'y a pas une façon d'être féministe. Le mouvement est extrêmement diversifié. J'essaie de m'investir dans certains milieux, je dirais, plus conservateurs pour changer ces milieux-là, puis donner la voix aux femmes. Comment est-ce que tu es arrivée à ce point-là? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as ressenti cette inégalité homme-femme? Oui, vraiment. Quand j'étais plus jeune, je crois que c'est surtout le traitement de la femme dans les médias, l'image